Aussi puissante que la presse, découverte du XIXe siècle, à côté de l'Église et de l'État, omniprésente, escortant tous les gestes de la vie moderne, la grande puissance qui mène les hommes au XXe siècle, c'est la publicité. Partout dans la rue, accrochée au building, crevant la nuit, maquillant les façades, elle nous guette, attrape l'œil, morcelle notre attention. Elle scintille, elle titille, nous prend pour des minus à qui il faut répéter 100 fois la même chose, pour des enfants que l'on amuse de peu. Et dociles, nous la subissons, nous la tolérons, nous la regardons, nous lui obéissons. Mais qui mène ce jeu de l'offre à tous les tournants? Dépasser les camelots qui poursuivaient les clients avec leurs tapis à vendre. Qui sont les rois de la publicité? Le Versailles de ce royaume est à New York, à Madison Avenue. Les grandes agences de publicité américaines, anglaises ou canadiennes y ont toutes leurs sièges. De là, elles dirigent leurs succursales égrenées à travers le monde, de Hong Kong à Paris, de Rio à Montréal. Madison Avenue, c'est le cerveau moteur d'une série de gestes que nous posons chaque jour sans même soupçonner que de loin, nous obéissons à une force qui a décidé, voulu pour nous, et qui a mis en œuvre un subtil réseau de persuasion propre à nous faire acheter tel chapeau, telle chaussure, telle cigarette, tel champagne ou telle automobile. Mais vous vous récriez et soutenez que vous conservez votre libre arbitre. Vous n'achetez que ce que vous voulez bien. En êtes-vous sûr? Ce qui actionne votre volonté, vos motifs secrets, ceux-là même que vous ignorez, la publicité les connaît pour vous. Et elle va justement guider votre œil, votre main et vos billets de banque là où elle le veut. Tout votre inconscient est déjà investi par les multiples formes de la publicité. Nous accomplissons des gestes, avons des réflexes qui sont téléguidés par Madison Avenue. La preuve, c'est un psychologue. Mieux encore, un institut de recherche sur les motivations du consommateur qui est l'arbitre, le conseiller des agences de publicité. The Institute for Motivational Research, fondé par le docteur Dichter. Le docteur Ernest Dichter est diplômé de l'Université de Vienne, l'alma mater de Freud. Depuis 1938, il habite les États-Unis et c'est dans ce pays, en pleine expansion économique, où la dynamique de production est plus qu'une nécessité, mais un dogme, qu'il a développé ces techniques. L'Institut de recherche est une sorte de manoir tout au haut d'une colline qui surplombe l'Hudson River à quelques 30 milles de New York. Les acres de forêt qui entourent la propriété assurent à l'Institut un calme olympien. Docteur Dichter, qu'est-ce qui vous a amené? Vous êtes un sociologue, un psychologue avant tout, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la publicité et surtout à vouloir en changer ses principes? Ouais, j'étais toujours intéressé dans la vie pratique et même pendant mes études, je travaillais comme commerçant, j'ai aussi décoré les étalages et pendant plusieurs années, j'ai eu une pratique clinique de psychanalyse. Et je me suis aperçu qu'on ne peut pas vraiment aider beaucoup de gens pendant une année, peut-être une vingtaine, trentaine de personnes. Et je me suis intéressé aux problèmes plutôt pratiques et plus globaux, si vous voulez. Et le premier emploi que j'ai eu aux États-Unis, était concentré sur les problèmes de pourquoi les gens, par exemple, boivent du lait. Mais on les a demandé directement. Et de mon expérience clinique, je savais très bien que si on demande aux gens directement pourquoi ils font quelque chose, on ne peut pas recevoir des réponses croyables, des réponses relevantes. En somme, vous croyez qu'une interview directe, la façon de poser une question aux gens, n'amène pas nécessairement des réponses véridiques? Non, parce que notre nature, la nature humaine est composée d'une telle façon que nous voulons soutenir tout compte de l'illusion d'être intelligent, d'être rationnel. Donc si quelqu'un nous demande pourquoi est-ce que nous avons marié notre femme, nous cherchons frénétiquement à trouver une raison intellectuelle et rationnelle, tandis qu'en vérité, probablement, c'est une raison émotionnelle.
Nous ne voulons pas généralement admettre que nos actions sont basées sur des émotions plutôt que sur des raisons intellectuelles. Et vous, vous êtes persuadé, comme je crois tous ceux qui font de la psychologie, que ce qui mène l'homme, ce sont ses émotions. Au moins une partie de ces actions sont guidées et contrôlées par les émotions. Je ne sais pas, peut-être à 50%, soit 60%. Et moi, je trouve personnellement que c'est irrationnel de ne pas accepter la réalité de la nature humaine, la réalité étant composée au moins à moitié d'une façon irrationnelle. C'est sur cette moitié irrationnelle, cette partie de nous-mêmes qui échappe à la raison, à l'éducation, aux habitudes, que vont travailler les techniciens du docteur Dichter. Ainsi, dans une série de tests auprès des consommateurs, ils vont essayer de trouver ce qui plaît ou déplaît dans un cigare. Bien sûr, on ne posera pas à ces femmes réunies dans un salon de l'Institut des questions naïves du type « Aimez-vous les cigares ?» Les réponses seraient facilement filtrées par la raison. Mais si l'on pose des questions indirectes sur les odeurs qui nous plaisent ou nous déplaisent, ce qu'elles évoquent, sur nos premières impressions de fumeurs, sur tout ce que suggère en nous telle forme ou telle substance, alors, par le libre jeu d'association des images, le psychologue saura pourquoi beaucoup de femmes empêchent leur mari de fumer le cigare. À l'Institut du docteur Dichter, on utilise aussi la méthode du faux miroir pour surveiller l'essai de différents produits. Un cobaye essaie devant ce miroir un nouveau type de cigare. Il s'allume bien. Le tirage est facile. Première saveur. Allure, autorité, prestige du fumeur de cigares. Le spécialiste qui prend des notes sans être vu derrière le miroir surveille les réactions du fumeur. Le cigare, emblème de la réussite, de la puissance. Voilà un motif secret que la publicité exploitera subtilement. Chaque réaction, chaque attitude est soigneusement notée par l'observateur qui n'est sensible qu'à la valeur de symbole du produit qu'on veut vendre. La consultation à l'Institut for Motivational Research coûte la bagatelle de 1500 à 15 000 $ selon l'ampleur des analyses. Si l'on pense que grâce à la psychologie, une maison peut doubler son chiffre d'affaires, il faut admettre que les services du sorcier Dichter sont donnés. Mais nous, les consommateurs, nous laissons-nous aisément persuader par la publicité? Généralement, oui. Mais il doit exister déjà le désir. C'est comme dans l'hypnose, on ne peut vraiment pas convaincre, persuader des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire profondément. Donc, ce que nous faisons, c'est établir une liaison entre les consommateurs, les fabricants, de lui dire que ce sont les désirs qui existent dans la mentalité du consommateur, qui sont les complaintes, qui sont le rêve, si vous voulez. Et puis, ils peuvent les utiliser dans sa publicité ou produire de nouveaux produits s'il ne les a pas encore, ou corriger les fautes qui existent dans ces produits. Par exemple, prenons donc des exemples pour bien suivre comment vous procédez. Un marchand de voitures vient vous voir. Il voudrait qu'on achète sa voiture. Est-ce que vous pouvez lui donner, vous, des secrets de façon à ce que les gens achètent les voitures? Oui, nous avons fait une étude, par exemple, pour une voiture française aux États-Unis. Et nous avons trouvé qu'il y avait une résistance quant à la voiture, parce que la voiture était un peu différente de la voiture normale et américaine. Et l'erreur qu'on a fait avec la publicité, c'est d'encore accentuer cette différence. Notre tâche, c'était, et on parlait aussi du confort presque d'une façon féminin. Et l'Américain moyen a peur d'être trop souple, trop efféminé. Donc on lui a commencé de parler du confort pratique, parler de manque de fatigue,
au lieu du confort trop dangereux. Alors qu'est-ce que ça prouverait tout ça dans le fond? Ça prouverait que quoi? Que les êtres humains se trompent toujours sur les motifs qui les font agir. Pas toujours, mais très souvent, les vrais motifs, les vrais mobiles d'achat, d'action générale, sont dans le sous-conscient. Ils ne sont pas très clairs. Nous avons des illusions sur nous-mêmes. Nous croyons que nous avons fait une certaine chose pour une raison définitive. En vérité, c'est une raison totalement différente. Prenez le problème le domaine dans la politique. Très souvent, nous croyons que nous avons voté pour un candidat parce que lui, il a un certain plateforme, un certain programme, une philosophie politique. En vérité, nous votons très souvent pour une personnalité. Même si vous voulez, on vote pour le personnage qui est plus calme dans la télévision, tandis que l'autre est nerveux et d'une façon sous-consciente, on s'est dit, voilà, lui, il fera un meilleur président parce qu'il peut rester calme sous les dangers symboliques de la télévision. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de persuader les gens de voter pour un programme et non pas pour une personnalité? Vous avez absolument raison, mais ça, de nouveau, c'est un but, c'est une tâche spéciale pour les études de motivation. C'est exactement sur cela aussi que nous avons travaillé. Pour faire ça, on devrait commencer avec une éducation tout à fait nouvelle, même dans les écoles élémentaires. Je suggérerais une fois, par exemple, qu'on ait une fois par semaine, disons, une classe pour les élèves, comment contrôler ses émotions. Ça, on pourrait faire en faisant entrer un lion, disons, un animal sauvage, naturellement déguisé, le maître peut-être, et les élèves montreront peur, et puis le maître pourra discuter avec les élèves, qu'est-ce que c'est la peur, pourquoi est-ce que vous avez réagi de telle et telle façon. Et très souvent, et je suis particulièrement fier de ces assignments, de ces tâches qu'on nous donne, on nous demande qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour convaincre les étudiants américains de s'intéresser beaucoup plus aux études mathématiques. Comment est-ce que vous pouvez établir un understanding, une compréhension entre des différentes nationalités, des différentes races, pour un comité du maire de New York City. Et donc, on peut utiliser des méthodes, des études de motivation pour la vente du thé, pour la vente dentifrice, des différentes marques de voitures, mais aussi pour d'autres tâches, pour d'autres buts. Pour des buts plus nobles. Mais est-ce que, d'autre part, ça ne pourrait pas aussi être utilisé bien pour des buts de propagande qui sont discutables? Oui, naturellement. On me pose très souvent cette question-là. C'est un peu comme les chirurgiens qui, quand il a un couteau, un scalpel, est-ce qu'on dit scalpel en français? Oui. Plus tranchant. Il peut causer du dommage, mais aussi il peut guérir plus rapidement. Donc ça dépend de la moralité, si vous voulez, du praticien, du technicien. Mais j'en reviens à votre exemple tout à l'heure des électeurs qu'on peut orienter par une publicité bien faite, bien dirigée. Est-ce que ça n'est pas atteindre également à la liberté de la démocratie, au libre jeu de la démocratie? Oui, mais on doit se rendre compte que ce danger existait pendant des milliers d'années, depuis Jules César et même avant. Chaque politicien a su cette chose-là dans son oratoire, dans ses discours. Il faisait toujours appel aux émotions des électeurs. Et ce que moi, personnellement, j'ai essayé à faire, quand on nous demande, ce qui arrive de temps en temps, de travailler pour un candidat ou un parti politique, en même temps que j'ai essayé à les aider, je essaie aussi de les influencer, d'utiliser
pas simplement cette base émotionnelle, mais aussi de persuader les électeurs d'écouter le programme. Est-ce que ce n'est pas un peu les mêmes procédés qui sont mis en action dans d'autres pays, les pays, par exemple, de l'Union soviétique, où on essaye d'influencer la foule autour de certaines idées? Oui, oui, si vous voulez, parce que toutes les méthodes de persuasion, moi, je préfère de remplacer le mot persuasion par éducation vraiment scientifique, par l'utilisation des méthodes scientifiques dans l'éducation. Ils ont pas seulement aussi pratiqué dans la Russie, mais ils sont aussi âgés que le monde. Le premier chapitre dans mon livre, j'ai intitulé que la persuasion a commencé avec Ève. Donc c'est rien de nouveau. Mais tout ce que j'ai essayé à faire, c'est d'utiliser des méthodes empruntées des sciences sociales, les employer d'une façon plus scientifique et plus efficace. Oui. Je comprends que vous, votre but étant, venant d'un homme de science, vous ne vous attachez pas toujours aux résultats nocifs de l'application, mais il peut arriver justement que dans l'application de vos méthodes, le directeur d'une entreprise, par exemple, viole en quelque sorte l'inconscient de la masse, de l'individu. Oui, seulement s'il va trop loin. Les gens ne sont pas tellement suggestibles. On peut les influencer jusqu'à un certain point. Malheureusement, si vous voulez, ils ne sont pas assez suggestibles. Par exemple, le problème de la sûreté dans la route. La sécurité routière. Nous avons travaillé, par exemple, pour différents bureaux, aussi en Europe et aux États-Unis. C'est très compliqué à convaincre les gens, même s'il y a la crainte de perte de sa vie, de conduire plus sagement. Chaque holiday, on les avertit, on leur dit qu'il y aura 600 morts. Mais presque rien n'est arrivé. Chaque fois, il n'y a pas seulement 600 morts, il y a 650. Et ils continuent, ils ne cessent pas de conduire d'une façon très... Est-ce que alors là, vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas encore trouvé le point oui, mais je crois névralgique? parce qu'on n'a pas utilisé les méthodes correctes. Nous avons essayé plusieurs fois à suggérer des méthodes plus correctes. Ce n'est pas une chose intellectuelle, c'est du nouveau, si vous voulez, une preuve pour ma conviction. On peut démontrer la possibilité de la perte de sa vie. Et même ça n'est pas suffisant parce que le vrai mobile qui existe dans la conduite d'une voiture sont beaucoup plus émotionnels. On veut se démontrer plus viril, plus agressif que l'autre. Donc notre suggestion était, c'est vraiment de lâcheté, de la lâcheté et pas de la virilité, de conduire trop rapidement. Et de peu à peu, nous avons réussi. C'est une longue éducation, alors. Oui, mais aussi en revenant à la Russie, il y a un autre problème. Là, nous avons eu, par exemple, comme employés plusieurs personnes, pas de la Russie, mais de la Hongrie, qui sont enfuies il y a 4-5 ans. Ils étaient engagés par le gouvernement de persuader le consommateur de ne pas acheter, parce qu'il n'y avait pas assez de produits. Et ça, je crois que c'est un problème très important. J'étais accusé et attaqué pour une raison différente, que je aide, que je persuade, que je force le consommateur de demander de plus en plus, de ne pas être satisfait. Oui. Et ma réponse à ça, absolument, vous avez absolument raison. Mais comme défense de cette attitude, je peux introduire la philosophie suivante. Ce qui est nécessaire dans la vie moderne, ce n'est pas être presque jamais content. On peut être heureux, mais ne pas content. Quand on est content, c'est la fin. Moi, je parle des mécontentements constructifs, créatifs, si vous voulez. Et moi, je suis convaincu que voilà le problème de moralité, d'utiliser des méthodes de persuasion, des études de motivation, de pousser les gens, de se développer, d'utiliser toutes leurs potentialités. Dans un cas pratique,
si on me demande, si une compagnie par exemple me demande, est-ce que nous devrons développer des produits nouveaux ou rester avec les produits que nous avons jusqu'à présent, moi je donne toujours le conseil, si c'est d'accord avec la situation économique et le désir du consommateur, de développer, d'agrandir, de développer des produits nouveaux. C'est un problème qui existe d'ailleurs en Australie, aussi en France. Nous avons fait une étude en France il n'y a pas très longtemps. Une compagnie chimique a développé une méthode, un produit nouveau pour comme un herbicide, est-ce que l'herbicide, Oui. qui était beaucoup plus efficace qu'on avait avant. Les commerçants français l'ont rejeté, l'ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas avoir le problème de choix additionnel, à avoir à vendre un produit additionnel. Ils étaient convaincus que c'était meilleur. Mais c'était toujours le même conflit. C'était plus commode pour lui de ne pas avoir tant de choix. Et notre conseil était de se persuader, si vous voulez, d'analyser le commerçant français, d'être poussé vers le progrès. Mais est-ce que, le plus souvent, vous ne persuadez pas les gens, justement, de satisfaire des besoins d'ordre matériel? On a l'impression que les êtres humains, au lieu d'être plus heureux par tout ce développement, par ce stimulant que vous leur apportez, seraient au contraire peut-être plus malheureux. Vous avez absolument raison. Mais ça, de nouveau, il y a plusieurs étapes. Je crois que c'est dans les États-Unis et peut-être dans la Suisse et plusieurs autres pays occidentaux, le Canada aussi, c'est les premiers pays où on est arrivé à un stage où la plupart des besoins matériels sont satisfaits. Et ce qu'on peut observer, que presque automatiquement, les gens découvrent d'abord qu'ils ne sont pas vraiment heureux et ils découvrent leur âme. J'appelle ça la nécessité de satisfaire le inner Jones, le Jones de l'intérieur, au lieu de faire concurrence avec le Jones de l'extérieur. Mais vous croyez que l'on peut passer assez facilement de ces désirs d'ordre matériel à des désirs plus spirituels? Est-ce que vous pensez? Je crois que quand on a satisfait le désir matériel, on n'est plus prêt à écouter les buts spirituels. Et moi, personnellement, j'ai essayé très souvent à accepter des tâches qui sont dirigées vers la direction de la découverte des buts spirituels. Mais est-ce qu'on n'observe pas, enfin l'histoire actuelle ne nous montre pas que c'est justement le contraire. Je pense à des peuples assez primitifs qui se satisfaisaient d'assez peu, je pense à l'Inde par exemple, à qui maintenant on apporte de nouveaux désirs d'ordre matériel, qui réussissaient avec des désirs d'ordre spirituel à se contenter de très peu parce que leur pays était très pauvre et parce qu'ils n'avaient peut-être pas d'autres moyens. Et maintenant, la publicité occidentale leur apporte des désirs d'ordre matériel qui les rendent cette fois insatisfaits. C'est un problème assez compliqué. La vraie richesse d'un pays, c'est le désir du consommateur. Je sais que ça donne l'air d'être très immoral, mais c'est absolument vrai. Si les gens ne désirent rien, ils ne travaillent pas. S'ils ne travaillent pas, il n'y a pas assez de... l'économie d'un pays n'est pas assez vivante, n'est pas suffisante. Donc, on doit d'abord éveiller le désir des gens. Et puis, quand des produits doivent être faits pour satisfaire ces besoins éveillés. Et quand on est arrivé à cette étape-là, à ce temps-là, il est nécessaire de pousser encore plus loin et de persuader les gens de s'intéresser au but spirituel, ce que je crois qui est arrivé aux États-Unis et plusieurs autres pays. Il y a beaucoup plus de culture de masse en ce moment qu'il n'y avait il y a 30 ans ou 50 ans. Il y avait de l'art, il y avait de la littérature, mais c'était concentré sur un groupe assez étroit. Et nous avons fait beaucoup d'études ici où on a utilisé des méthodes de publicité, pas seulement pour vendre des voitures, mais aussi pour vendre un cours d'éducation dans l'art, disons, des voyages.
D'ailleurs, la séparation entre le matérialisme et le spiritualisme n'est pas tellement claire. Non, Si j'achète, si je voyage, est-ce que c'est une chose matérielle ou est-ce que c'est une chose idéale, intellectuelle? Si j'achète des livres, je peux acheter des peintures pour influencer ou pas influencer, impressionner mes voisins. Dans ce cas-là, même si ce sont des peintures merveilleuses, moi personnellement, je crois que c'est une chose immorale. Ce n'est pas de la vraie culture. Je veux créer de l'envie. Je veux me vanter. Et donc, quand même, la peinture, c'est normalement considéré comme une chose très noble. Je peux acheter des livres, je peux même lire des livres, simplement pour impressionner mes amis à la cocktail party. Et ça, de nouveau, ce n'est pas de la vraie culture. Et donc, on doit faire cette division correcte entre la culture qui est une culture de l'âme, qui est une culture de soi-même, une culture secrète, si vous voulez, une culture qui est démontrée, qui est faite publique. Et la même chose s'applique aussi à la religion. Et les premiers disciples de Jésus, et Jésus lui-même a démontré, a discuté que de démontrer sa religion, c'est déjà de l'athéisme. Si on peut être religieux, on doit être religieux d'une façon calme, d'une façon intérieure. Donc, moi, comme moralité personnelle, je me demande toujours, quand on me pose une question, c'est correct, je suis payé pour la solution de ces tâches-là. Si la solution de ces tâches va amener simplement une acquisition d'un produit non important qui est acheté simplement pour impressionner les amis, les voisins, ou si c'est un produit qui est acheté pour se développer, découvrir une nouvelle côté de sa personnalité. Dans ce cas-là, je ne les considère pas comme une acquisition matérielle. De la même façon, si ça aide à développer la personnalité humaine, à développer toutes les potentialités qui existent, je considère aussi ça une tâche morale. Et c'est une moralité personnelle que j'ai développée.